Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue pour En Première Intention, émission du samedi 19 mars. Et j'ai comme d'habitude à ma droite Aurélien. Comment est-ce que ça va ? Ben ça va, comme quelqu'un qui est proche d'accéder à la Ligue 1 mais qui reste 9 journées encore pour espérer mieux. Eh oui, la JA, malheureusement on n'en parlera pas lors de cette émission, mais dans les futures émissions, si ça remonte en Ligue 1, on ne sait jamais. Je pense que tu seras le plus heureux des hommes de toute façon. Moyen que l'émission se fasse en slip. Hein. pour les yeux de tous, non. Et à ma gauche, j'ai un petit nouveau. Théo, comment ça va ? Très bien, merci pour l'invitation Lorenzo, très heureux d'être là. Bah, toujours un plaisir, hein. Tu vas découvrir cette émission avec nous et ça fait super plaisir de t'avoir. Donc au programme aujourd'hui, les news extraordinaires, le top flop spécial Ligue des Champions avec les 4 tops, donc 2 tops et 2 flops par rapport aux 4 matchs qu'il y a eu cette semaine, les 4 huitièmes de finale. On aura ensuite un petit débat concernant Karim Benzema, puisqu'il a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs français de l'histoire, et on va se demander est-ce qu'il ne deviendrait pas l'un des, si ce n'est le meilleur joueur français de l'histoire. Donc c'est le débat qu'on va voir avec Théo et Aurélien. Ensuite on aura le match à voir du week-end et on finira par le quiz. On commence donc par les news. Les news donc, et on commence cette news par la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France qui a été communiqué hier par le sélectionneur français. C'est le premier rassemblement quand même pour l'équipe de France depuis la mi-novembre, donc ça fait 5 mois, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu nos Bleus en action. Non, t'as pas précisé depuis quel... Ah non, parce que, Ah oui, t'as raison, c'est pas depuis la Ligue des Nations. Eh oui. Pour moi, j'ai voulu tailler... La balle est passée à côté là-dessus. n'a pas touché. Le scud est mal passé. Le scud est mal passé. Donc du coup, premier rassemblement depuis la mi-novembre. On a dans cette liste 2 nouveaux appelés. On a Christopher Nkunku qui fait une saison assez exceptionnelle du côté de Leipzig qui a 28 ou 29 buts. 26 buts. 26 buts. Il a pas encore dépassé les 10 passes ouais. Pour moi, c'est 10 ou 12 passes décisives. Hein. C'est des stats assez miroirs. Ouais, notamment en termes de buts marqués, Christopher Nkunku, c'est le 3e meilleur buteur de Bundesliga, il me semble, derrière Lewandowski et quelqu'un d'autre. J'ai un doute, mais c'est pas grave. Ça peut pas être Haaland parce qu'il est blessé. Ouais. Ça peut pas être André Silva parce qu'il est nul. Il était bon l'an passé. Il était très bon l'an passé, mais voilà. Ah, Patrick Schick. Patrick Schick, Patrick effectivement, Patrick Schick. Donc Nkunku qui est logiquement appelé dans le milieu, voire l'attaque de l'équipe de France, savoir comment est-ce que Didier Deschamps va le faire jouer. Et Jonathan Klaus, en tant que piston droit, il était réclamé comme depuis pas mal de temps, puisque comme Didier Deschamps est passé à 3 derrière, un piston droit, c'était logique d'en avoir un, et on savait que Benjamin Pavard, c'était un peu compliqué de faire jouer le piston droit. Il va jouer central, hein, surtout. Ouais, il va jouer central. Didier Deschamps l'a annoncé, donc la venue de Jonathan Klaus, ce n'est pas anodine, loin de là. Et du coup, voilà, 2 nouveaux arrivés avec Christopher Nkunku et Jonathan Klaus. Si tu veux, j'ai une stat. Vas-y. Jonathan Klaus est le premier Lensois à être appelé depuis Alou Diarra en 2006. Vous faites ce que vous voulez de ça. 16 ans sans Lensois. Je sais qu'on l'aimait à Diarra, mais ce qu'il a proposé ensuite, quoi. C'était plus compliqué. Quoi. Personne n'a kiffé la doublette Alou Diarra, Jérémy Toulalan. Vous êtes en train de me dire ça. Toulalan, moi j'ai des souvenirs d'une fin de carrière à Monaco-Malaga. Ouais, à Malaga, ouais, c'est dur. Malaga, c'était bien. Monaco aussi. C'est Bordeaux que c'était un peu. Ah oui, non, Bordeaux, il est allé faire dans le social, c'est différent. Mais c'était compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette liste avec les 2 nouveaux arrivants et donc du coup pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, pardon, j'avais un petit doute. Donc là c'est plutôt bon signe quand même, de la nouveauté, mais ça reste sur. Surtout ces 2 adversaires, la Côte d'Ivoire c'est comment l'équipe qui avait finalement après le Sénégal peut-être et encore pour les phases de poule, c'était l'équipe la plus impressionnante de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud, ce sera un peu pour le folklore, un peu comme peut être des matchs contre... Ça rappelle les bons souvenirs de 2010. Oui, c'est vrai que c'est vrai que finalement ça permettrait peut-être de boucler une certaine boucle parce que Chibalala, je fais encore... Chibalala, quel joueur c'était, ouais. Il joue au Havre. Non, il n'a pas joué à Everton, un truc comme ça. Enfin bref. Tu comptes peut-être avec Piénard. Ouais, non, Piénard, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'il a peut-être joué. Au moins la boucle sera bouclée. Ça peut être intéressant avec les nouveaux venus. À part, on va dire peut-être échanger un Rabiot avec un Maxence Cacré. Je suis désolé de remplacer notre Dridi national. Mais c'est vrai que c'est la seule chose, même si... Peut-être qu'on en reparlera, mais la déferlante de Adrien Rabiot sur le match entre la Juventus et Villarreal, d'après certains quand même journalistes italiens, il y avait pire que lui, et que sa fameuse note dans la Gazzetta dello Sport n'était pas méritée. Un Arthur aurait mérité par exemple ça, et je crois qu'il a eu 5.
Et c'est pas une bonne note en Italie, le 5. Oui, c'est ça qu'il faut la préciser. notation est assez sévère en Italie. Mais du coup, d'autres noms peut-être que vous auriez voulu voir dans cette liste, je sais pas, Amine Gouiri en attaque, Oui. en défense, Nordin Cielé par exemple, t'en parlais pas mal. Non, après la liste elle est quand même assez complète, je trouve, si ce n'est Rabiot qui est plus réellement dans son rythme depuis quelques temps. Moi, la seule interrogation que j'ai surtout hâte de suivre, c'est qui va être le piston droit entre Klaus et Coman, parce qu'on sait que Coman est parti dans ce registre-là assez régulièrement. Et puis, oui, ça se repositionne derrière. Pavard va jouer en centrale comme il le faisait avec Stuttgart. Donc, sachant qu'il a une bonne qualité de relance. Sachant qu'il a une bonne qualité de relance. Et puis surtout ce match par rapport à la Côte d'Ivoire, moi ça me fait penser à ce super but de Giroud sur un centre extraordinaire de Pogba. C'était à la Beaujoire, à Nantes. Là cette fois-ci ce sera au Vélodrome. Donc encore une fois dans un stade assez beau en France. Donc très curieux de voir cette opposition entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que peut-être Alban Lafont à la place d'Areola qui fait des bonnes performances fait des bonnes pertes avec les Hammers, mais qui est pas en Europa League. Mais qui en Première Ligue c'est toujours Fabianski qui est titulaire. Mais c'est vrai que tu vas jouer... Ouais, non, c'est vrai que Lafont aurait permis d'y être, même si c'est pas. Voilà, à part Amine Gouiri à la place de Ben Yedder, parce que j'adore Wissam, mais c'est vrai que parfois. C'est la saison pas de trop, mais il y a le brassard, il y a le leadership, effectivement, mais. Il n'arrive pas à s'imposer quand lui. Certes, Dédé lui file toujours 10-15 minutes, mais prenons l'exemple sur un Giroud qui a toujours su bonifier ses 10-15 minutes quand il jouait. Par exemple, marquer des buts à la dernière minute contre l'Espagne. Voilà, au moins ce speed-là. Quand il jouait des prolongations avec la FA Cup pour Chelsea, quoi. Donc c'est pas la même manière de bonifier le jeu. Après, on sait aussi que Deschamps a malheureusement cette capacité à pas mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Moi, je me souviens d'un Lacazette en 2017 qui était assez intouchable sur le front de l'attaque, qui avait eu un temps de jeu famélique et qui était mis titulaire sur l'un des derniers matchs face à l'Allemagne, sauf qu'il avait aucun automatisme avec le reste du bloc. Et malheureusement. Sa dernière sélection, il met un doublé quand même. J'ai un doute si c'est l'Allemagne ou si c'est le match d'après. Mais je me souviens de ce match clé face à l'Allemagne où il avait eu si peu de temps de jeu que c'était très compliqué de le mettre dans les meilleures conditions, le buteur formé à Lyon. Donc de toute façon, on a hâte de voir les débuts de Nkunku et de Jonathan Klaus avec l'équipe de France, voir ce que ça peut donner. En plus, tu peux basculer si Klaus peut être un peu plus défensif que Coman plus offensif. Donc, oui, tu as deux profils complètement variés pour le poste de piston, ça c'est cool. De toute façon, tout ça c'est en vue de la Coupe du Monde à la fin de l'année au Qatar. On passe du coup à la deuxième news et on passe en Espagne. C'était dans les bacs, c'est désormais officiel. Spotify va devenir un sponsor du FC Barcelone pour la modique somme de 93 millions d'euros par an. Le contrat comprend un naming du Camp Nou, donc qui se nommera le Spotify Camp Nou. Donc Spotify va venir se greffer au nom du stade. Et ce qui pourrait être autrement pour le Barça, c'est une offre qui était quasiment impossible à refuser quand on connaît les problèmes financiers du Barça. Après Spotify, l'argent proposé... Je sais pas, après les fameux problèmes financiers du Barça, ils viennent de claquer 55 millions sur Ferran Torres. Oui. C'est une formule où ils ont un prêt avec une banque sur 26 ans et où il y a possiblement des membres de la direction qui décèdent si le transfert aboutit pas. Donc, c'est toujours un peu louche les formules du Barça, mais... On dirait les formules de la Juventus, mais bon... Voilà. C'est cohérent, je trouve, pour une fois qu'on n'est pas une marque qui a rien à voir. Moi, je trouve qu'il y a quand même un semblant de cohérence dans ce truc-là. Effectivement, tu le soulignes, financièrement parlant, c'était impossible à refuser pour le Barça. Et le truc qui me fait un peu plus peur, c'est cette notion de mettre des artistes sur les maillots qui a été évoquée par Spotify. J'ai très très peur du top 50 sur des joueurs barcelonais, mais bon. Moi, j'ai hâte de voir Piqué avec un maillot floqué Shakira. Ça peut être L'histoire serait magnifique quand même. C'est magnifique. Il y a plein de choses, sachant qu'on sait qu'il y a des chansons comme Baby Shark dans le top 5. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir sur la scène footballistique, donc je suis très curieux de ça. Qu'est-ce que vous avez contre Baby Shark? J'ai tellement hâte. Mais bon, n'empêche, on rappelle, le premier sponsor quand même du Barça, c'était l'UNICEF en 2006. Après, c'était Qatar Foundation. Maintenant, c'est Spotify. Maintenant, c'est même Camp Nou Spotify. Heureusement que Johan Cruyff est mort, c'est moi qui vous le dis. Oui, après, malheureusement, c'est un des dérives du football qu'on ne peut pas non plus... quand tu fais pas de la merde d'un point de vue gestion sportive... c'est terminé, monsieur. Normalement, là, il n'y a plus de retour arrière possible de toute façon pour le Barça. À partir de là, c'est compliqué de trouver d'autres sponsors qu'UNICEF. Et on passe du coup à Spotify pour l'année prochaine pour le Barça. Et la dernière news, on part en Afrique avec le Maroc et suite et fin, a priori, de la saga Coach Vaïd versus Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui. Alors que le sélectionneur du Maroc avait pris la décision de reprendre les deux joueurs, auparavant écartés pour des raisons plus extrasportives qu'autre chose, les deux joueurs ont refusé de revenir en sélection pour jouer les barrages de la Coupe du Monde 2022 contre la République démocratique du Congo. Vaïd Aizodic a donc très vite réagi en disant que Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste. Ils ont fait le choix de refuser.
on respecte ce choix, mais maintenant c'est fini, je ne parlerai plus jamais d'eux. Au moins là, ça le mérite d'être clair hein, pour les retours de Hakim Ziyech et Mazraoui en sélection marocaine. Tout ce que j'espère quand même, c'est que si il y a qualification du Maroc, les deux ne vont pas se réveiller en disant tiens, finalement. Coupe du monde, ça va là. La Coupe du Monde, c'est pas mal, excuse-nous Vaïd. Mais après, Vaïd, avec le Maroc, il avait quand même. Il voulait aller vers un rajeunissement de l'effectif, relancer un nouveau souffle. Hakim Ziyech et le Mazraoui, ils faisaient partie de ça. Hein. Ils pouvaient pas faire partie de ça, mais surtout que Mazraoui, on en parle notamment. Du côté du Barça, du Bayern Barça aussi. ou du Milan, ouais. Même à Milan aussi. Le latéral marocain à la fin de saison. saison. Oui, très convoité. Et Ziyech reste quand même un élément important du Maroc, moins de Chelsea, mais on sent qu'il a toujours ce jet, voilà, sa patte. Ah oui, du côté de Chelsea, c'est très fort Ziyech. Hein. Mais bon, après, ça a toujours été compliqué, les sélections nationales, que ce soit les Pays-Bas, le Maroc avec Hakim Ziyech, ça continue, c'est malheureux parce qu'un joueur comme ça, tu veux forcément le voir avec sa sélection nationale, parce qu'en plus, les sélections nationales, c'est toujours le moment pour les joueurs de se mettre encore plus en valeur, parce que c'est en mondiovision. C'est quelque chose qui... Il n'a peut-être pas besoin de ça parce qu'il est en première ligue, mais il a peut-être besoin de ça pour jouer plus régulièrement, sûrement. Ouais, du coup, on verra si le Maroc arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde en battant la République démocratique du Congo. Les barrages qui auront lieu fin mars, en même temps que celles pour l'Europe, notamment où l'Italie affrontera la Macédoine du Nord en demi-finale de ces barrages en Europe. C'est donc terminé pour les news pour cette semaine. On passe directement aux news extraordinaires avec Aurélien. C'est parti. Les news extraordinaires et on part avec toi Aurélien, vas-y, fais-nous rêver. Et oui, je suis au regret, je n'ai pas de blague sur Star Wars, pas de blague sur les années 80. Tu commences à toutes les faire, donc là, t'es peut-être à court. Voilà, c'est ça. Étant complètement has-been, voici donc 3 nouvelles news extraordinaires. Faites l'amour, pas la guerre. Ferral Pisalo n'est pas le club italien le plus connu, Simone Guerra non plus. Mais lundi, l'attaquant des Verdazzurri a décidé de prendre une belle initiative lors du match contre Trieste. Sur son flocage, il a décidé d'ajouter un « no » avant son nom de famille, donnant donc un No Guerra, non à la guerre pour les non-italophones. Alors un message de soutien envers la population ukrainienne, cela lui a même porté chance, car notre brave Simone a fait parler la poudre, un doublé et donc une importance capitale dans la victoire 3-0 de son club pour cette 31e journée de Série C. Bref mais intense, sociétaire du Red Bull New York entre 2013 et 2019, Bradley Wright Phillips a terminé sa carrière au Columbus Crew la saison dernière. Mais pour éviter de terminer sur cette fausse note, l'ancien club de Thierry Henry lui a fait signer un contrat d'1 journée pour que le fils de Jan Wright s'arrête bien avec le club de son cœur. Il intègre par ailleurs l'organigramme de la filiale américaine du Toro Helé. Sergio Ramos va sûrement faire la même chose après son contrat avec le PSG, même s'il n'a pas signé pour un jour, c'est dommage. Ah oui. Et pour finir, une nouvelle fois sur une signature, voici celle de Noam Faubert au Stade de Reims. Le fils de Julien Faubert va donc intégrer le centre de formation du double finaliste de la Coupe des clubs champions. Évidemment, je lui souhaite un jour de jouer au Real Madrid et de marquer pour sa seule et unique cape en équipe de France. Et oui, la boucle serait bouclée pour... Avec le numéro 10. Je savais bien que j'avais un troisième truc à dire, c'est le numéro 10, un but, une sélection. Quelle grande carrière de Julien Faubert. Oui, un ratio de 1 but en sélection pour Faubert avec le Real Madrid. C'est donc terminé pour les news extraordinaires d'Aurélien. On passe tout de suite au top flop spécial Ligue des Champions. C'est parti. Et le top flop spécial Ligue des Champions, on va commencer avec toi Théo. L'Atlético l'a fait, le Cholismo est toujours en vie face à un Manchester United sans grande inspiration et grâce notamment à Jan Oblak de retour à son meilleur niveau. Les Colchoneros accèdent au quart de finale de la Ligue des Champions. Théo, toi tu veux nous parler surtout de la prestation d'Antoine Griezmann qui revenait tout juste de blessure et qui nous a sorti une prestation digne de ses plus belles heures cholesques avant son départ pour Barcelone. Ouais, exactement Lorenzo. On pensait que les retours défensifs d'Antoine Griezmann n'étaient qu'une légende urbaine. C'est tout le contraire. Match extrêmement solide encore du Français hier, que j'ai trouvé vraiment intéressant dans son registre, dans la mesure où on sait que Joao Félix a vraiment du mal à s'adapter au style parfois très défensif de Simeone. C'est moins le cas d'Antoine Griezmann qui a vraiment cette polyvalence d'un point de vue défensif. Il sort un peu de manière héroïque à 5 minutes du terme pour André Correa.
mais je l'ai trouvé globalement très efficace dans le repli défensif. Alors certes, tu le soulignais très justement, face à une équipe de United très peu inspirée, que ce soit offensivement ou défensivement. Enfin, les changements de Rangnick, à la fin, c'est lunaire. Tu fais rentrer 6 joueurs devant, tu n'es pas l'armée romaine, tu dois construire un effectif autour. Donc, c'est regrettable son approche tactique sur la fin de rencontre, mais toujours est-il qu'Antoine Griezmann sort une très très belle partition et permet à l'Atlético de se qualifier, peut-être pas par la beauté du jeu offensif, mais par la solidité défensive. Quand tu démarres avec Marcos Llorente piston droit, tu sais que tu vas pas t'amuser quand tu es mancunien. Ouais, exactement. Et Griezmann qui sort un très gros match défensif et qui est aussi passeur décisif pour le but de Renan Lodi de la tête avec la victoire 1-0 de l'Atlético qui file en quart de finale. Donc là, c'est quand même la deuxième année consécutive qu'il y a ni Cristiano Ronaldo ni Messi en quart de finale de Ligue des Champions. C'est quand même assez significatif des temps qui changent dans le football européen. Étonnamment, c'est quand Cristiano Ronaldo a rejoint un club dont je tairai le nom. On ne parle pas encore de la Juventus, on va en parler juste après de toute façon, ça va concerner le flop de Théo. On va passer à l'autre top, celui d'Aurélien. Il n'y aura malheureusement pas de club français en quart de finale de Ligue des Champions. Lille a perdu son match retour face à Chelsea, mais Aurélien, tu veux quand même souligner la prestation des Dogs, notamment au match retour, car ils ont quand même réussi à faire trembler le champion en titre. Bah oui, comme on l'avait annoncé durant le live pour faire la preview de ces rencontres européenne, Lille a tenu quand même la dragée haute face à Chelsea sur les deux matchs et c'est vrai que j'ai commencé légèrement à y croire lorsque Burak Yilmaz le roi Burak a marqué sur penalty. De toute façon, Gourvenec avait recommencé à faire un pressing haut avec son 4-3-3, pas indémodable, mais surtout c'est son 4-3-3, sa tactique. Surtout que Tourelle avait encore décidé d'utiliser un 3-5-2 si je ne m'abuse. Donc une nouvelle fois, Tourelle a tenté, mais bon, à un moment il a senti le vent tourner et il a fait appel, c'est Azpilicueta qui est rentré, et c'est comme ça que Chelsea a passé. Le deuxième but, Azpilicueta. Et voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le coaching gagnant. Surtout qu'en plus, quand on y pense, Lille, il y a les deux défenseurs centraux qui se sont blessés au cours du match. J'espère que c'est quand même pas trop grave pour Botman, parce que peut-être arrivé du côté. à un moment, on va commencer à songer la saison prochaine, mais voilà, on s'en doutait. Que Lille n'allait pas passer. On se disait que par rapport à leur phase de groupe, ils allaient être loin d'être ridicules. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'espère qu'on a bien profité de Jonathan David. J'espère qu'on a bien profité de Renato Sanchez. Et à la rigueur, si un club français dans le 75 pouvait les prendre pour qu'ils restent dans le championnat de France. Sinon, j'irais. Il partira en Angleterre, je pense, à Jonathan David. Ouais, mais moi, le petit regret que j'ai par rapport à ce qu'Aurélien disait, c'est que au match aller, on avait vraiment vu un milieu de terrain de Lille en dessous techniquement. Xhaka avec Benjamin André, c'était ni fait ni à faire leur performance au milieu de terrain. Et là, sur le match retour, tu as N'Golo Kanté qui est quand même bien en dessous de ses standards habituels, qui fait 6 interceptions. Du match aller notamment, qui a fait un très bon match aller. Il fait un énorme match aller. Sur le match retour, il est un peu moins dedans. Et pour autant, tu n'arrives pas encore à tirer cette supériorité au milieu de terrain. Tu te fais déborder sur les deux buts. Et c'est vraiment ça qui est regrettable et qui montre aussi que Lille, même s'ils ont des joueurs complets à énormément de lignes, il manque encore cette solidité au milieu de terrain. Et la doublette Benjamin André avec Xhaka a montré de grosses limites, je trouve, c'est sur l'ensemble. C'est clairement pas du niveau de la Ligue des Champions. Pulisic, c'est un gros client. Oui, faut le dire. Hein. En rapidité, il a toujours été exceptionnel. Bon, après, vous voulez encore une stat? Mais en 50 matchs, Thomas Tuchel en a gagné 32 et c'est l'entraîneur qui a donc le plus de victoires en 50 matchs. Après, là où, si je peux me permettre d'avoir une note d'optimisme, c'est les joueurs lillois, c'est pas leur première campagne de Ligue des Champions sur leur histoire récente. Et moi, j'ai souvenir d'un Tchelik qui était largué il y a 2 ans, complètement à l'ouest avec l'expérience européenne et qui s'était fait manger sur les 3/4 de ses matchs et qui là, 2 ans après, semble avoir mûri. Alors que c'était déjà un joueur qui avait de l'expérience avant d'arriver chez les nordistes. Donc, je me dis qu'on peut quand même espérer que pour des joueurs comme Benjamin André ou Xhaka, qui sont effectivement loin de ce parcours typique de Ligue des Champions, qu'ils emmagasinent en expérience et que sur les prochaines campagnes européennes des Dogs, on ait un meilleur rapport technique et puis surtout plus d'expérience. C'est ce qui leur a manqué face à Chelsea. Maintenant, il va falloir quand même qu'ils cravachent en Ligue 1. Qu'ils cravachent en Ligue 1 pour revenir en Coupe d'Europe, ne serait-ce en Conference League. Après, ils ont quand même tiré le vainqueur, le champion en titre. Et ils n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules. La mission après c'était accomplie quand même pour Lille. J'aurais aimé juste un match nul. Peut-être qu'un match nul aurait permis au stade Pierre-Mauroy aurait été plus
plus symbolique de ce que Lille a produit sur ces 2 matchs. J'ai un doute sur. Il devait tirer qui en premier, Lille sur le... Non, ils sont tombés Chelsea, les 2 fois c'était Chelsea. Le seul, Chelsea. 2 fois c'était Chelsea. On aurait pu espérer un meilleur tirage. C'est vrai que... C'est la Juventus qui espérait un meilleur tir. Effectivement, oui aussi. Du coup, la transition est toute trouvée pour les flops. Pour la 3e année consécutive, la Juventus ne verra pas les quarts de finale de Ligue des Champions suite à leur lourde défaite 3-0 face à Villarreal mercredi. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le revers des Bianconeri, mais Théo, toi tu veux nous parler surtout de l'échec du retour de Max Allegri sur le banc de la Juventus. Quel désastre, ouais. Si Massimiliano Allegri était dans le Titanic, il aurait coulé depuis bien longtemps. C'est terrible parce qu'on connaît le pragmatisme qu'a fait les grandes heures de Massimiliano Allegri à un moment donné dans l'histoire du football italien. Mais son match, son approche tactique face à Villarreal, elle est désastreuse. Que ça soit au niveau des changements, où tu fais rentrer des joueurs hors de rythme à un moment donné où il n'y a plus rien à jouer. Que ça soit au niveau de l'approche tactique avec un Morata et un Vlahovic qui n'étaient pas associés d'une manière intéressante, peut-être parce que tu as fait jouer Keane 60 minutes 3 jours avant, alors qu'il a fait un match compliqué, intéressant dans quelques aspects de jeu, mais pas flamboyant non plus face à la Sampdoria. Donc tu as cet ensemble-là, tu as un Rabiot qui a été très sévèrement saqué, Aurélien en parlait, alors que Arthur à côté fait un match, c'est ni fait ni à faire. Donc l'ensemble de tout ça, tu te retrouves avec une désillusion terrible, une 4e élimination assez cinglante après l'Ajax, Lyon, le Porto, Lyon, et bah maintenant tu as Villarreal, le jeu des quatre familles ou des... Je sais pas si c'est un 4 à la suite, le jeu des 7 familles, mais c'est regrettable en tout cas. Et surtout, pour moi, les quelques gros éléments qui pouvaient encore compter dans ce 11, j'espère qu'il y aura une remise en question. Je pense à un joueur comme Mathis de Ligt, qui a connu 3 éliminations cinglantes en étant quasiment le plus performant derrière à chaque rencontre. Un Paulo Dybala, la Gazzetta l'a annoncé encore récemment, qui ne va pas prolonger. Tu viens de signer Vlahovic pour 80 millions. Va falloir pencher à venir, va falloir se pencher sur les années à venir parce que là, déjà que tu n'as plus le Scudetto, va falloir se remettre en question derrière parce que là c'est encore dramatique ce qui s'est passé à l'Allianz Stadium il y a quelques jours. Et dire qu'il y avait 32 points coaching sur le livre, c'est si facile de gagner de Max Allegri. Peut-être qu'il devrait réouvrir son... Non, ou peut-être refaire une participation à Danse avec les stars. Il avait été pas mal sur la première en Italie. Moi je pense que sur une 2e sur le parquet, il peut refaire des belles choses. Non, mais après, on est limite content. J'avoue, moi, je suis. C'est pas contre la Juventus, ça m'éclate pas de la voir perdre, mais même si ça me fait plus rire maintenant que par exemple quand je voyais des David Trezeguet, des Gianluigi Buffon ou des Alessandro Del Piero se faire éliminer parce que c'est quand même des joueurs que j'ai appréciés. Mais voir tout ce qui est Agnelli qui veut créer sa Super League, le voir se faire... sa petite clope sur la fin de match, on le rappelle. Oui, mais il fume toujours dans le stade. Quand j'avais regardé le derby della Mole, il est toujours en train de fumer au Juventus Stadium. Bon après, c'est vrai que peut-être que tu n'as pas le droit de fumer dans ton stade, mais quand c'est dans ton stade, peut-être que tu as le droit. Mais le voir se faire éliminer 4 fois à la suite, d'avoir un projet de Super League, et le mec il veut... surtout qu'il se fait éliminer par des clubs qui ne devraient pas être dans la Super League. Ouais. Mais le mec il imagine quoi? Ah, ça va être sympa admettons, gagner 70 millions d'euros par an en disant ah tiens regardez l'UEFA il ne pique pas mon fric, mais c'est pour terminer dernier. Je pense que les supporters Juventini ils vont commencer à dire bon au bûcher c'est sympa, mais on commence à être ridicule quoi. On fait revenir la coupe Intertoto, on met la Juve dedans et puis on voit ce que ça donne sur 2-3 ans. C'est vrai qu'en ces cas ça pourrait être intéressant. Après attention quand même, j'ai peur que en Serie A, vu cette manière dont les gros ont tendance à se saborder eux-mêmes, je pense à l'Inter face comment ils avaient eu du mal contre Sassuolo, à l'AC Milan contre Salerne et un retour de la Juve et pas non plus à si tu prends si elle est championne sur une des saisons qui est la plus haletante depuis 10 ans, c'est terrible, ce sera abominable pour nous. Mais si tu retires, on est à la 29e journée en Serie A, si tu retires les 4 premières journées, la Juventus est première avec 54 points et l'AC Milan avec 53 points. On avait parlé la semaine dernière, l'effet Vlahovic notamment pour la Juventus. Mais aussi, on peut parler aussi de la très belle prestation de Villarreal qui a sorti un énorme match. Et enfin, Unai Emery tient son quart de finale de Ligue des Champions. Mais il a encore gagné en se rognant un peu et finalement en misant sur les contre-attaques. D'ailleurs, Allegri a râlé là-dessus parce qu'il a dit oui, ils ont gagné moche. C'est mon truc normalement. C'est mon truc, c'est ma patte. L'approche tactique, elle est folle. Tu joues son numéro 9 quand même. Ton 4-4-2, c'est Lo Celso et Danjuma devant. Enfin, faut pas oublier. Le mec n'est pas venu en bradant ses principes de jeu et en disant je mets 2 buteurs fixes. Où je fais monter Dani Parejo d'un cran.
Il a vraiment C'est compliqué de me faire monter dans les Non, évidemment, mais il va falloir revenir après. Et là, quand tu vois le match de patron qu'il fait encore, Oui. qui fait encore face à la Juve, tu te dis que même en déambulateur, il est capable de marcher sur Locatelli. Donc bon, il y a un moment donné où il y a aussi cette notion d'approche tactique qui est, à mon sens, extrêmement bien réussie par Villarreal, qui même sur la fin de match a réussi à contenir les offensives sur les côtés avec Pedrazza quand même. Donc tu te dis et surtout que aussi énorme Geronimo. C'est ce que j'allais dire. Noter Rulli qui est un gardien que je trouve hyper inconstant, mais qui a sorti peut-être le meilleur match de sa carrière, au meilleur des moments, quoi. Mais ça c'est l'apprentissage Ligue 1 depuis qu'il est passé par Montpellier. Moi, il avait été très bon. Bon, il avait pris un coup franc pleine lucarne par Neymar, mais mais c'était un très bon gardien à la Oui, Villarreal c'était plus que compliqué, mais Villarreal qui du coup affrontera le Bayern, on va en parler juste après de façon du tirage des quarts de finale. Et le dernier flop, je vais me tourner vers toi Aurélien, on pensait l'Ajax Amsterdam grand favori de son 8e de finale de Ligue des Champions face à un Benfica qui est loin d'être en forme. Et finalement, l'Ajax sort par la petite porte à cause d'une défaite chez lui, un petit but à 0. L'Ajax est donc tombé dans le piège Lisboète. Pourquoi est-ce que l'Ajax est tombé dans le piège Ruben Verissimo avait était clairement venu jouer les contre-attaques. Alors quand même, la prestation, je pense que jamais j'aurais cru penser dire ça, mais la prestation énorme de Otamendi et Vertonghen qui ont fait des retours sur Sébastien Haller. Ouais, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Non, mais là c'était impressionnant. Et il y a surtout ce joueur Darwin Nunez qui. Oui, qui vont en parler Théo de toute façon. Et ça aussi c'est problématique en fait de ce qu'on a vu à l'Ajax. L'Ajax ne s'est pas renié. Ten Hag. Il a fait la composition comme d'habitude. Le seul truc quand j'ai regardé le match que je pouvais leur reprocher, c'est que tu avais l'impression qu'ils voulaient limite arriver dans le but avec la balle, alors que quand tu sais que Dusan Tadic il a une bonne frappe de balle, que d'aller blind plus discret sur cette rencontre. Il s'est complètement fait, pour moi il s'est plutôt fait manger d'ailleurs par le latéral, mais je crois que c'est Uribe côté droit, ouais. Et puis à gauche Anthony qui avait été un très bon client au match aller a été un cran en dessous sur le retour, donc ça fait qu'on avait une attaque de l'Ajax assez discrète, un Haller qui a bouffé la feuille, qui a été tout le temps bien pris par cette défense de Papy, pourtant c'est... Même s'il a fait quelques déviations que je trouvais intéressantes, mais il y a vraiment une action, je crois que c'est vers... ça doit être peu après, soit peu avant, soit peu après le but. Il récupère la balle, il essaye de la pousser, et il me semble que c'est Berghuis et peut-être Anthony qui se télescopent parce que l'un n'a pas compris ce que voulait faire l'autre, et c'était vraiment symbolique de cet Ajax. Après, une défense, Otamendi et Vertonghen, c'est une bonne défense pour défendre sur un Sébastien Haller qui n'est pas connu non plus pour sa rapidité, pour sa vitesse, etc. Non, mais donc, encore. Mais qui est quand même dans une confiance folle. Oui. Il n'a pas été ridicule face à eux. Il a réussi à toucher la balle et à décaler parce que là, il était vraiment en position fixe. Et l'Ajax qui s'est encore fait avoir par son gardien finalement. Un peu comme au match aller avec passe vert et sa mauvaise pavarade. Là, c'est Onana qui n'a jamais été bon dans la sortie aérienne. Faut pas... Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait un vrai truc à jouer en termes de jeu au pied. Onana a un bien meilleur jeu au pied que le gardien habituel côté Ajax. Il s'en est pas forcément servi parce que le bloc était extrêmement bas sur les relances à chaque fois des Néerlandais. Donc tu te retrouves avec une élimination toujours aussi cruelle alors que tu as un effectif qui est quand même encore une fois d'une grande qualité. Tu as un Gravenberch qui grandit, un Timber qui est vraiment aux opposés des attentes physiques qu'on a pour les centraux d'aujourd'hui. On parle d'un mec qui fait 1m16 les bras levés et qui a pourtant une capacité à museler énormément de joueurs. Donc c'est regrettable, c'est vraiment regrettable cette élimination pour l'Ajax. Après, elle est largement méritée au vu l'abnégation qu'a eu le Benfica à l'aller et l'opportunisme qu'ils ont eu au retour parce qu'ils ont cadré 2 frappes, une ou 2 frappes. Sur le match retour. Sur le match retour. Oui, ça doit être pas plus. Ça aura suffi sur coup de pied arrêté que Darwin Nunez a marqué. Et ça aura suffi pour aller en Mais je pense que d'ailleurs ils ont dû faire 4 frappes aussi au match aller. J'ai plus les stats en tête, mais. Pour les expected goals, je pense que ça doit pas être mal. Mais ça, après les expected goals, on peut en faire dire tout et n'importe quoi. C'est l'utilisation de statistiques. Parfois, on va un peu, même si ça peut refléter quelque chose. Et du coup, c'est terminé pour ce top flop. On va ouvrir une toute petite page parce qu'il y a eu les tirages des différents quarts de finale aujourd'hui même parce qu'on tourne le vendredi pour la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Donc les quarts de finale de Ligue des Champions, on a un très beau Chelsea-Real Madrid. Revanche de l'année dernière où Chelsea avait battu le Real en demi-finale. Là, on dit que Chelsea est quand même favori au niveau notamment de l'intensité qu'ils mettent dans leur match par rapport au Real Madrid. On l'a vu contre le PSG, le Real qui a été vraiment très bon pendant un quart d'heure, 20 minutes sur les 2 rencontres. Donc là, Chelsea favori, mais attention Real Madrid, attention au débat du jour, Karim Benzema. C'est le principe des grandes équipes. Malheureusement, elles ne meurent jamais. Je sais, c'est impensif.
Donc du coup, Chelsea-Real Madrid, premier quart de finale. Deuxième quart de finale, deux équipes aux antipodes, Manchester City, Atlético Madrid. Là, donc du coup, évidemment, encore une fois, City favori. Mais attention. Moi, j'ai très peur de voir. J'ai vraiment cette allégorie du pêcheur et du poisson avec une équipe remplie de cannes à pêche qui est Manchester City et une équipe remplie de filets qui est l'Atlético, où j'ai très peur que les deux chassent le même poisson mais pas de la même manière et qu'on se retrouve avec un match difficile, voire ennuyant à suivre. Ah oui, non, mais de toute façon, je pense que Simeone va être là pour... De toute façon, Simeone, oui, le but c'est de détruire la tactique de Guardiola. Malheureusement, je n'ai pas les stats entre les face-à-face entre Guardiola et Simeone, mais dans tous les cas... C'est comme l'avantage de Guardiola, overall. Mais dans tous les cas, connaissant Guardiola, il doit se méfier. Et comme tu l'as dit Aurélien, les grands clubs ne sont jamais vraiment morts et c'est un peu la même chose pour le Cholismo. Donc on verra s'il arrive à faire déjouer Pep Guardiola en quart de finale de Ligue des Champions face à son Manchester City. Troisième quart de finale, Villarreal-Bayern Munich. À voir là, logiquement Bayern Munich est favori et est favori pour ce match. Mais Villarreal, est-ce qu'ils peuvent sortir à peu près la même copie que contre la Juve? Ça reste à voir, mais le Bayern reste quand même favori. Non, un match intéressant à suivre. Puis surtout, on sait que Villarreal se montre souvent petit par la taille du fait que ce soit une petite ville de 50 000 habitants, mais grand par le talent. Un match assez héroïque face à Manchester United en finale de l'Europa League l'an passé. Une performance solide face à la Juve. Maintenant, le problème entre guillemets du FC Bayern, c'est qu'il va y avoir des sports en match aller, puisque les Espagnols recevront les Bavarois. Maintenant, quand on met à pied à l'Allianz Stadium au retour, on sait qu'on peut en prendre 6 ou 7 et que le Bayern n'aura absolument aucune vergogne à exterminer son adversaire. Thomas Müller n'aura aucun remords à marquer de la hanche. Donc, il va falloir espérer, pas un miracle, mais une très belle performance du Villarreal au match aller, ne serait-ce que pour le football, pour qu'on rêve un petit peu. Mais le Bayern paraît extrêmement favori et je pense que tout jouera sur le match retour où le Bayern pourra en grande partie décider de son sort chez eux tranquillement. Et même si le Bayern, on sait très bien qu'il est capable de mettre un 6-0 ou un 6-1 à l'aller, comme ils ont déjà fait contre Porto il y a 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'une fois que la machine est lancée, c'est assez terrible. C'est un peu l'image d'une sulfateuse. Oui, ou du rouleau compresseur, appelez ça comme vous voulez, mais à partir du moment où il y a des hommes mal intentionnés qui conduisent ce bateau-là qui s'appelle le Bayern, ça va être très compliqué pour le sous-marin jaune d'y résister. C'est moche. C'est moche. Donc le Bayern ultra favori, mais Villarreal peut encore croire à ses petites chances d'aller plus loin que la demi-finale en 2006. Du coup, oui. En demi-finale, en 2006, vous avez perdu contre Arsenal avec ouais. Juan Román Riquelme qui rate un penalty face un gardien allemand d'ailleurs. Face à Jens Lehmann, effectivement. Ouais. Avec... Il n'y a pas que les matchs caritatifs, ça a été un gardien. C'est vrai. Il n'a pas fait que du cécifoot aussi. J'ai oublié. C'est fou, il a eu une carrière ce mec, Jens Lehmann, c'est vrai. On l'oublie parfois trop souvent. Et du coup, le dernier quart de finale, ce sera Benfica-Liverpool. Liverpool favori, mais Benfica peut... là, ça va être une tâche un peu plus compliquée contre l'Ajax. Mais Benfica peut retendre un piège. C'est comme pour c'est la même situation qu'avant. Le Benfica va recevoir à l'aller, il se déplacera au retour. Et on sait que Liverpool fait partie de ces stades en Europe où le soutien indéfectible de leurs supporters à domicile font qu'à Anfield tu te transcendes. L'Inter a tué cette série absolument inarrêtable en s'imposant il y a quelques temps sur le match retour. Ça n'a pas suffi pour qu'ils passent les hommes d'Inzaghi. Mais non, voilà, le Benfica doit réaliser une copie quasiment parfaite à l'aller en ne perdant pas ou en perdant très peu et puis aller espérer le miracle à Liverpool. Je pense que ce sera moins cinglant que le match face au Bayern parce que c'est pas une équipe qui a l'habitude d'écraser ses adversaires et surtout qui a une intensité folle en PL où elle n'est pas comme le Bayern devant Dortmund, elle est au coude à coude avec City, elle revient progressivement sur les Citizens qui ont perdu énormément de points bêtement sur les dernières rencontres avec un nul encore ce week-end, une défaite face à Tottenham il y a quelques temps. Donc c'est une configuration de match où Benfica a tout à gagner sur le match retour et devra faire preuve d'une énorme solidité et d'un immense esprit d'équipe à l'extérieur. Après, l'avantage c'est qu'en étant sifflé par tout un stade qui était la Johan Cruyff Arena au match retour, ils sont peut-être déjà un peu formés à cette idée de se dire que le match retour ils iront en terre hostile. Ouais, donc du coup Liverpool le favori pour ces quarts de finale. On passe très rapidement à l'Europa League avec les quarts de finale. Leipzig va affronter l'Atalanta Bergame. Là, un match qui va être très séduisant sur le papier avec deux équipes qui n'ont pas peur d'attaquer. Il devrait y avoir pas mal de buts lors de cette double confrontation. Eintracht Francfort contre l'Eintracht Francfort contre le FC Barcelone. Francfort qui s'en est tiré à la toute dernière minute des prolongations face au Betis en huitième de finale. Sur un exploit de Silva qui part à la pêche. Oui, qui part à la pêche, le gardien du Betis qui voulait pas jouer les pénaltys, j'ai l'impression. Vraiment, il avait flemme de
jouer il les a sonné penalties. Interregger, mais ça passe. Ouais, Ça passe du coup. Là, le Barça qui a eu beaucoup de mal contre Galatasaray en huitième de finale, mais qui est passé notamment sur un bijou de Pedri. Même si c'est vrai que la défense de Galatasaray fait absolument n'importe quoi sur Ouais, le mais après, le talent de Pedri, bon, on l'a vu en Ligue des Nations, on l'a vu à l'Euro. On je voit regrette chaque fois qu'il l'absence- joue. Je regrette l'absence d'un Muslera quand même, qui en termes de leadership, ancien Avec gardien ça. de la Lazio qui s'est fait les croisés en début de saison, qui n'a pas joué un seul match avec le Galatasaray cette saison. On sait qu'il aura pu. Moi, je trouve le gardien. Après, c'est toujours pareil, mais quand on a un gardien extrêmement charismatique et puis qu'on enchaîne derrière un gardien un peu plus plat. C'est comme l'enchaînement Buffon-Chesney, tu as l'impression de passer du patron de la maison au petit enfant qui va bientôt devenir majeur. Donc tu te dis, il y a un manque de charisme. Et là, c'est pareil, c'est regrettable. Mais ça va être un match intéressant. Et pour moi, l'Eintracht a vraiment un coup à jouer face au FC Barcelone qui est dans une phase de. Qui n'est pas impérial non plus. Voilà, Qui est bien mieux, mais qui est pas mentalement, impérial. l'impact du Classico ce week-end va être énorme, puisqu'on sait déjà toujours pas si Benzema sera en face. Mais le Barça se remet quand même dans son jus. Ils ont pris une défaite cinglante à l'aller où Coman a quasiment signé son arrêt de mort avec le FC Barcelone à cette époque-là. Donc c'est vraiment une suite intéressante. Et j'espère pour l'Eintracht qu'ils auront la même solidité face au Betis, parce qu'il y a quand même une demi-finale de Coupe d'Europe à aller chercher. Ouais. Mais attention, hein, parce que la solidité défensive, elle est vraiment du côté de l'Eintracht Francfort, où vraiment la doublette Interregger, Evan Ndika est impressionnante, hein, surtout pour l'ancien Auxerrois. Hein. Mais surtout, un Kevin Trapp capable de grosses prestations. Face au Bayern Munich, c'était un des meilleurs. Après, là, il vient d'être appelé en équipe d'Allemagne. Le seul bémol que je vois sur Trapp, c'est la tendance à relâcher des ballons un peu trop proches de lui. Et un Aubameyang, vu comment il aime bien suivre ses balles et surtout il est assez rapide pour aller les récupérer, attention à ça. Et non, franchement, en tout cas, belle. Bon, tu me diras, on est en quart de finale, donc les affiches commencent à être de plus en plus belles. Mais elles sont belles, hein, les affiches de Conférence League. Hein, si tu veux Aussi, qu'on en oui. parle. On en a parlé de toute façon. Donc voilà, Francfort-Barça. L'un des deux derniers escapés français en Coupe d'Europe, Lyon, va affronter West Ham. Là, affiche intéressante pour les Lyonnais qui ont réussi à se sortir du piège portiste face à Porto. Là, West Ham qui n'est pas non plus un ogre du football européen, mais attention parce que West D'ailleurs, Ham ça reste solide. pour l'anecdote, Ça a sorti Séville quand même, West Ham. Donc je vais être moins dans les stades folkloriques coréens, mais sachez que il y a un membre du staff lui de Lyon qui a insulté en portugais tout le bord du FC Porto, et je trouve ça magnifique. Quelle belle raison d'aimer la Ligue 1 pour ce genre de moment, parce que je me rappelle d'un Rémi Mercout qui aimait pas du tout Conceição quand il était l'entraîneur de Nantes et lui était sur sa fin de carrière avec Lyon, et je serais pas étonné que lui il est passé sa vie sur Google Traduction. Je sais plus si c'est Flexcout ou je sais plus, Je crois que c'était Charlie. ou Charlie M qui a dit ça c'est sûr, il y a sorti les infos, mais je trouve ça fou de me dire que Vercout a poncé Google Trad depuis une semaine pour insulter Conceição. et puis c'est fou, ouais, mais mis à part ça, bah ouais, on a eu un West Ham qui a été très bon face à Séville, qui avait complètement empêché d'ailleurs les Sévillans de venir les voir. Non, c'était Séville qui avait empêché les supporters de West Ham de venir les voir à l'aller en leur donnant des tribunes, mais un bac à sable au fin fond du stade tout en haut, un truc où sur un pas sur deux, tu sais pas si tu vas aller le voir. Airbnb de l'immeuble d'à côté. Non, mais c'était horrible. Et puis du coup, bah voilà, le beau football a été récompensé puisqu'ils se sont fait sortir. Maintenant, moi, West Ham, le côté un peu plus émotionnel que j'ai, c'est un Yarmolenko qui est vraiment, sur son premier but avait fondu en larmes, sur le deuxième est carrément parti en liesse avec un supporter des Hammers. Donc je me dis, il suffit qu'ils soient encore dans cette optique-là de se pousser, de se transcender toujours plus, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est très concerné, qui a toujours soutenu l'Ukraine. Et ça fait partie de ces aspects émotionnels extra-sportifs qui peuvent transcender un homme. Et West Ham est loin d'être pas favori. Pour Lyon, c'est encore une fois un gros test. On sait que c'est plus difficile pour eux en Ligue 1. À Peter Bosch de bien gérer son groupe pour emmener. Hier, le match de Lyon était plutôt. Il est convaincant. Bon, après, il y a Léo Dubois, mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il fait la patte décisive. Mais c'est terrible cette manière d'aller provoquer la caméra. Après, il a fait chute. Et le problème, c'est que Léo Dubois fait vraiment une bonne prestation hier. C'est comme par hasard, il fait un match solide, mais t'es capitaine, t'as le brassard. Enfin, le seul problème, c'est vraiment KTE, Toko Ekambi en ailier. Après, il est puissant, mais je pense que le fait d'arme de Bosch là-dessus, c'est peut-être son match face aux Rangers à l'extérieur où il ouvre le score très rapidement. Il a un plat du pied complètement fou, excentré couloir à gauche.
Mais non, le Lyon a été solide hier, mais ouais, Dubois, j'ai beaucoup de mal. Quoi. Puis qui part en conférence de presse en disant après qu'il va pas s'étendre là-dessus parce qu'il a peur de ne plus être sélectionné ensuite. Peut-être se remettre en question avant et ensuite réfléchir à sa Mais c'est bien, au moins il est conscient qu'il ne veut pas être sélectionné derrière. Mais voilà, c'est. Au moins, il n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Enfin, hein, il y a Cyclos, Pavard est positif sur- au Covid, on le rappelle. Oui, hein. c'est vrai. Pavard positif au oui, Covid. ouais. Ouais, mais peut-être que. Bah, Donc, après, il va être Fofana, remplacé du coup par. on ne sait pas, mais il y a Fofana qui a fait. Moi, on une m'a dit très qu'il y avait bonne- Julien Faubert qui était dispo. Il y avait 2-3 jours de dispo. 3 jours. C'est Didier qui fait Petit, ses choix. Mais, petit intérim. voilà. Et le dernier quart de finale en Europa League, ce sera Braga contre les Rangers. Braga qui a sorti Monaco qui. Qui aussi s'en foutaient. C'est ça le pire. Puis ça remet en question surtout l'élection de Kovac. Pourquoi avoir fait des pieds et des mains il y a quelques mois pour licencier, évincer le tacticien croate qui avait encore un bon groupe. Oui, il avait des difficultés en championnat, mais personne n'était exclu dans le vestiaire. Il y avait parfois des tensions entre dirigeants et club, mais ça date pas d'hier. Là, tu prends un coach un peu plus Made in France, un peu plus Ligue 1, un peu plus Conforama. La réalité des choses, c'est que tu as complètement éclaté ton groupe, que tu as un Ben Yedder qui est vraiment capitaine Esley parce qu'il est remplaçant, que tu as perdu beaucoup de matchs en Ligue 1 et que tu n'es plus dans des compétitions européennes. Donc ça pose toujours ce problème de est-ce qu'on laisse assez de temps aux coachs pour mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et puis ça me fait toujours penser à un Bielsa qui dit, il avait dit ça un jour, son objectif dans un club ce serait de faire jouer le gardien en point de basse de sa défense, mais il disait j'ai peur que Leeds me laisse jamais assez de temps. Bon, il a répondu il y a quelques mois, c'est fini pour lui. Mais, Ouais, il y a eu ça. Mais non, mais le problème, c'est que Philippe Clément, on sait que c'est un bon coach. Je pense que j'arrête pas de répéter. C'était un bon coach avec le club de Bruges. Puis Monaco, ça reste un vestiaire. Enfin, je veux dire, tu as des internationaux, c'est pas. Et si là on le vire à la fin de la saison parce qu'il est, à mon avis, il chopera pas les places européennes, mais même pour choper la Conference League, c'est vraiment un gâchis. Alors qu'on sait que ça va être. On va le revoir soit dans un autre club belge, soit dans un club allemand. On va le revoir faire des bonnes performances en Champions League, en Europa League, et après on va chialer, on va dire putain, je comprends pas. Quand il est passé par chez nous, on n'a pas réussi à le bonifier. Monaco, c'est un vestiaire. Tu te retrouves pas quand même dans cette situation où tu n'as que des Français. Tu n'as pas un groupe qui est monté ensemble, comme à Clermont-Ferrand, par exemple, je pense, où tu as encore cette union, avec tout le respect que j'ai pour les habitants de Clermont-Ferrand. Vous avez beaucoup de courage d'habiter là-bas. Mais là, le problème, c'est que du coup, tu te retrouves avec un groupe complètement scindé et ça passe pas. Mais les Rangers sont très curieux aussi de voir ce qu'ils ont fait, dans la mesure où ils ont vraiment claqué Dortmund et ils ont. Pour sortir l'étoile rouge de Belgrade, Et puis aussi, faut se lever. Surtout qu'ils ont. Il y a Gérard qui est parti, il y a Van Bronckhorst qui l'a remplacé, et ça se passe bien. Ouais. Il y a Yanis Hadji qui commence à faire une vraie carrière. Puis Morelos, Morelos, c'est quand il n'est pas occupé à fracasser les tibias des adversaires, c'est un excellent buteur. Et il y a Tavernier, James Tavernier. L'arrière droit, anglais qui est toujours. L'arrière droit qui a des stats d'attaquant. Même si c'est le championnat d'Écosse, ça reste fort. Donc ça fait toujours plaisir de voir un club aussi historique que les Rangers en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est toujours très cool. Et finalement, rapidement, les quarts de finale de Conference League. Bodo Glimt qui va retrouver un vieil ami en l'AS Roma en quart de finale. Bodo Glimt qui est venu combien à l'AS Roma 6-1 en phase de poule. L'histoire devrait être différente normalement en quart de finale. Feyenoord qui va affronter le Slavia Prague. Marseille, du coup le deuxième et dernier représentant français en Coupe d'Europe encore, va affronter le PAOK Salonique. Donc là, tirage un peu clément quand même pour l'Olympique de Marseille, mais attention au piège notamment en Grèce. Et finalement, peut-être la plus grosse affiche de ces quarts de finale, Leicester va affronter le PSV Eindhoven. Donc voilà, l'OM qui a une carte à jouer quand même concrètement. Qui est de loin la meilleure affiche. Bodo Glimt AS Roma, Mourinho avait déclaré qu'il avait un groupe de 13 joueurs capables de jouer au foot. Depuis, ça avait quand même pas mal tiré la langue. Là, il va affronter la Lazio ce week-end, c'est un match clé. Donc, et il a déclaré là que pendant que ses joueurs étaient en train de jouer contre le Vitesse, les Laziale étaient en train de fumer des clopes avec Sarri. donc voilà, ça met une ambiance. Puis après, non, pour les autres matchs, Marseille a ses chances. Leicester Feyenoord, c'est peut-être la plus belle affiche. Évidemment déçu pour Rennes, les Rennes et Genesio. Bon, Genesio qui a quand même fustigé l'arbitrage. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est regrettable ces décisions en fin de rencontre. Après, quand il parlait du match aller, Souyuncu, il n'y a jamais main. Oui. Enfin, il fait main, mais première collée du corps. Voilà. La deuxième, en plus, elle n'est pas plus proche. Donc, forcément un peu plus regrettable. Et puis la deuxième affiche, j'ai un doute, c'est Rotterdam contre Slavia Prague. C'est des équipes qui sont habituées à jouer l'Europe aussi. Donc, et le Feyenoord a le classiqueur à jouer ce week-end. Donc non, un dernier carré assez intéressant. Puis avec quand même des belles équipes. Il y en a qui ont gagné la Ligue des Champions, il y en a qui sont des habitués de l'Europe. Pour une Conference League dont on parlait de manière si péjorative, effectivement beaucoup de clubs ont participé, on a fait dans le social. Maintenant tu as quand même un dernier carré qui est quand même pas dégueulasse. Après le dernier carré, on s'en doutait que ça allait être des clubs. Bien sûr.
C'est des clubs un peu plus huppés. Donc Ouais, voilà, c'est. quand même, je sais pas les autres, mais quand tu prends Leicester et l'OM, c'est des recalés de la C3 hein, quand même. Ouais. Oui, Donc j'ai peur quand même qu'à la longue, on se retrouve avec le même problème avec l'Europa League. qu'avec l'Europa League. Les recalés de la C1 finissent en... Finissant. Bah, c'est à suivre, je sais pas comment ça va donner avec l'attribution par rapport au coefficient OFA, s'il va y avoir vraiment cette chance-là donnée aux autres clubs. Mais typiquement, une équipe comme Bodo Klimt, enfin, je veux dire, c'est un Jens Peter Hauge qui a grandi, c'est plein d'autres gros joueurs qui ont grandi. Ils ont rousté la Roma, ça a quand même fait beaucoup de bruit, donc c'est bien qu'il y ait des équipes comme ça qui sortent un peu. Prague et Rotterdam, c'est des équipes un peu plus à l'ancienne, mais je pense qu'on va quand même. Roma a quand même fait une finale contre Liverpool en Champions League. Oui, bien sûr. Oui, en Il y a demi-finale, longtemps. ouais. Et des demi-finales aussi. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite page européenne avec le top flop et les tirages au sort des différents quarts de finale. On va tout de suite passer au gros de l'émission, on va passer au débat. C'est parti. Et le débat du jour, c'est officiel depuis ce week-end et son doublé en 5 petites minutes face à Mallorca. Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire du football. Mais des buteurs français, oui, avec 413 buts en carrière. Il a dépassé l'inévitable Thierry Henry. Avec tous les records que l'ancien Lyonnais est en train de battre, nous nous sommes posé la question, est-ce que finalement Karim Benzema ne serait-il pas en train de devenir le meilleur joueur français de l'histoire du football? Bon, déjà, pour commencer ce débat, pour reposer un peu les bases et le contexte, comment est-ce que vous jugez la carrière d'un joueur pour les comparer notamment à ses prédécesseurs? Pour moi, il y a deux choses qui rentrent en compte. Il y a la notoriété qu'il a auprès des anciens. C'est assez subjectif pour certains, mais révélateur pour d'autres. Et deuxième chose, pour moi, un joueur franchit un cap dans sa carrière quand même il traverse une mauvaise passe ou même si il n'est plus dans le rendement qu'on espérait de lui, on le juge en partie grâce à sa carrière. Je pense à des joueurs comme par exemple Hugo Lloris, qui ont parfois eu des phases un peu plus flamboyantes, parce qu'on parlait des Français. Il y a la carrière qui rentre en compte, il y a un ensemble qui fait qu'on ne juge pas juste à l'instant T, on rappelle les faits qu'ils ont eus. Benzema en fait partie. Après, je vais laisser parler Aurélien, mais pour moi, je suis encore assez nuancé. Pour moi, il a encore quelques échelons à gravir avant de devenir le meilleur joueur français de l'histoire. Difficile, surtout que t'as des gros clients derrière. Déjà, est-ce qu'on est d'accord pour décerner un podium? Oui. Si on met un podium avec Karim Benzema, Platini. Zinedine Zidane, Platini, pour moi, Thierry Henry. Pour moi, Platini à sa place. Et en plus de ça, Platini, c'est un joueur qu'on n'a pas vu jouer, mais qui, malgré les générations, traverse encore Il passe entre les gouttes, à l'inverse, par exemple, d'un Pelé où tout le monde est en train de dire qu'en fait, il jouait contre des plots et il comptait ses buts contre les U9. Platini, t'as vraiment cette dimension-là. T'as la Coupe du Monde 82, t'as l'Euro 84, t'as les exploits qu'il a réussi à faire avec la Juve et dans une époque où personne n'osait sortir des frontières de son pays quand tu jouais au football. Il y a toute cette dimension-là, au-delà de la dimension historique qu'a également Pelé, qui font que Platini traverse les époques sans aucune difficulté et qui, pour moi, fait qu'il doit encore figurer là-dedans. Et il y a un triple ballon d'or quand même. Il y a un triple ballon d'or quand même aussi. C'est plus difficile pour des joueurs comme Cantona, par exemple, de traverser avec les époques malgré ce qu'ils ont apporté, parce que la légende s'essouffle et puis les exploits ont du mal à rester. Platini, pour moi, mérite d'être dans ce top 3-là. Évidemment qu'on ne parle pas d'extra sportif, ça n'a pas été un grand dirigeant, mais en tant que footballistiquement parlant, je pense qu'il mérite sa place dans le top 3. Après, il y a aussi Zidane. 98, c'est pas le meilleur joueur. Non. Pour moi, c'était Djorkaeff quand même, mais ça a été sublimé par son doublé en finale. Et rien, son ballon d'or, ses années merengue, l'Euro 2000 et surtout 2000. la partition de 2006 où s'il gagne, tout le monde, c'est pas Domenech qui sera encore porté au nu. Ce serait Zidane, ce serait entre guillemets la première Coupe du Monde d'un entraîneur-joueur, quoi. Non, mais il avait le groupe au bout des doigts, on le sait déjà dans le vestiaire en dehors, tous les anciens de 2006 s'accordent à le dire. Maintenant, voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est vraiment déterminant avec Karim Benzema, c'est que, comme je le disais, il faut attendre la fin de la carrière pour juger l'entièreté de ce qu'il a proposé. Karim Benzema a toujours été un grand attaquant, mais il marche dans la cour des grands depuis 2-3 ans. Allez, 3-4, on va être... Après, est-ce que c'est du coup dû, notamment avec son passage au Real Madrid, au fait qu'il a toujours été au service de Cristiano Ronaldo, notamment dans l'attaque du Real Madrid? Moi, tu vois, par rapport au fait qu'il soit au service de Cristiano Ronaldo, je trouve ça déjà assez beau pour un joueur de se laisser au service. Alors, mais du coup, ça... Il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, c'est qu'il a accepté d'être au service de Cristiano Ronaldo, mais il avait, lors du
8e de finale contre le Nigeria en 2014, il n'avait pas accepté d'être au service d'Olivier Giroud. Donc ça, j'ai envie quand même de lui mettre dans la tête parce que c'est un joueur vraiment... quand on voit depuis qu'il est revenu sur la pointe des pieds. Il faut savoir faire la différence entre rendre service à et être conscient que tu n'auras pas les capacités de rivaliser avec un tel. Parce que là, comparer Olivier Giroud et Cristiano Ronaldo... Bon, oui, voilà. Non, je compare pas. Mais après, c'est aussi un état d'esprit à avoir. Surtout à la Coupe du Monde, tu joues pour gagner la Coupe du Monde. C'est un peu comme quand Cuadrado accepte de laisser le numéro 7 à Ronaldo quand il arrive à la Juve. Tu te dis, bon, effectivement, t'es colombien, tu danses bien sur ton côté droit, mais il y a un moment donné, il y a le talent qui joue. Donc Benzema a rendu service, mais... Après, il a toujours réussi à dépasser quasiment la dizaine de buts, sauf la dernière année où, avant que Ronaldo parte, mais depuis que Ronaldo part, c'est plus de 20 buts. Et ça il fallait quand même... je pense que de nombreux médias espagnols se posaient la question, est-ce que Karim Benzema doit occuper le front de l'attaque? Je pense aussi qu'un Florentino Pérez a dû pencher, parce qu'en plus, comme Ronaldo part en 2018, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 2018, je voulais mettre un... Oui, c'est 2018. Oui, 2018. En 2018, je pense qu'il a dû fortement penser à notre ami Kylian Mbappé pour le mettre directement en pointe parce que c'est Florentino Pérez, il a besoin de quelqu'un qui soit bling-bling. Et en 2018, le joueur le plus bling-bling du monde, c'était Kylian Mbappé, surtout en jeune. Finalement, il a fait confiance à Karim Benzema. Karim Benzema a continué. Karim Benzema, alors malheureusement, parce qu'il faut quand même une équipe pour gagner la Champions League. Il n'a pas réussi à refaire le triplé retentissant, mais il a quand même réussi à avoir une Liga. Oui, parce que si on parle, parce que pour juger un joueur, évidemment, on parle de son palmarès, évidemment. Et comme le palmarès de Karim Benzema, c'est quand même assez exceptionnel parce que tu n'as aucun joueur. Oui, 12 ans au Real, et tu n'as aucun joueur français dans l'histoire qui a remporté 4 Ligues des Champions. Et en étant à chaque fois titulaire, il y avait Raymond Kopa. Il y avait Raymond Kopa. C'est vrai, oui. Mais ça, c'est, tu vois, on parle. Très lointaine. Voilà, c'est la période lointaine. Personne ne se rappelle de Juste Fontaine, personne ne se rappelle de Raymond Kopa. Et normal. Je me rappelle de Juste Fontaine. Voilà. me permettre. Mais parce que malheureusement, c'était pas hyper télévisé. Même, je me suis un peu renseigné avant. Raymond Kopa, il fait que 3 saisons au Real Madrid, mais parce qu'il a envie de partir du Real Madrid, il voulait être en France, parce qu'en plus, il y avait cette histoire où quand tu étais à l'étranger, tu n'étais pas forcément sélectionné en équipe de France. Mais lui, donc il y avait plein de choses qui faisaient que déjà Karim Benzema sera sans doute le meilleur joueur français du Real Madrid, qu'importe Zinedine Zidane. Mais surtout après le passage de Zidane, c'est 7 ans. Il arrive en 2000. Il arrive en 2000 et heureusement qu'on n'a pas fait un podcast dessus. Et il part en 2006. Il part en 2006, donc 6 ans, et Benzema, ça fait... 2009 qu'il arrive. Ça fait 12 ans qu'il est là, donc 2 fois plus de temps, donc évidemment c'est plus propice pour marquer l'histoire du Real Madrid. Il n'est plus qu'à 12 buts de Raoul au classement des buteurs du Real Madrid, il passerait deuxième derrière évidemment Cristiano Ronaldo. Donc Karim Benzema au niveau du palmarès, ça reste quand même un des meilleurs palmarès du football français. Il n'y a pas à chier. On va dire il n'y a pas à chier. Ça reste à la limite, discuter sur le fait que ça soit l'un des joueurs les plus indiscutables ou qu'il soit dans cette petite liste des plus grands, il n'y a aucun souci. Mais là, on parle d'attribuer le meilleur. Il y a vraiment une notion de supériorité, de vote pyramidal où tu dois être tout en haut. Et pour moi, Thierry Henry a encore cette avance-là. Toujours meilleur buteur d'Arsenal, toujours meilleur buteur des Bleus, parce que Olivier Giroud n'est plus sélectionné. C'est sinon, tes accents, on sait très bien ce qui serait arrivé. Hein. Et du coup, tu as cet impact-là. Alors oui, la légende dans les deux clubs, les deux l'ont inscrite, les deux auront probablement leur statut devant l'Emirates Stadium et devant Bernabeu à un moment donné. Ou le nouveau Santiago Bernabéu. Ou le nouveau, effectivement. Mais pour moi, il y a encore vraiment ce truc-là de marquer son temps après. Et pour moi, vouloir faire d'un joueur une légende alors qu'il est encore en activité, c'est vraiment précipiter la chose. Mais aussi, est-ce qu'il ne manque pas à Karim Benzema au niveau des distinctions individuelles, notamment à Ballon d'Or, évidemment? Oui. Comme l'image de Zidane. C'est quoi son meilleur classement en Ballon d'Or, c'est-à-dire ça? Il n'a jamais été sur le podium. J'aurais dit 4e ou 5e, mais encore, c'est son meilleur classement. Là. Oui, il est fait 4e. Voilà. Je crois qu'il l'a dit en plus dans son poste que c'était son meilleur. Et aussi, il manque évidemment pour Karim Benzema, il y a eu la Ligue des Nations, mais un titre avec l'équipe de France, il manque un vrai trophée avec l'équipe de France. Et puis, oui, voilà, au-delà de ça, les distinctions individuelles, parce que on pourra pas, ça peut pas être une jurisprudence dans la carrière d'un joueur. J'ai pas été dans la cour des plus grands pendant 5 ans parce que je me suis mis au service de quelqu'un d'autre. Tu peux pas en faire une jurisprudence. Évidemment qu'il a montré ensuite qu'il était un grand attaquant, il l'avait déjà montré à Lyon. Il a évolué dans un profil différent quand il y avait Cristiano Ronaldo.
Mais pour moi, tu peux pas faire d'une légende un joueur qui est encore en activité. Et je pense que sa fin de carrière et les 4-5 années qui suivront, surtout la suite qu'il y aura, que ce soit sur le fond du Real ou sur le fond de l'équipe de France, permettront de voir si effectivement on avait affaire à un très très grand ou si il sera remplacé par la suite. Ça n'enlève rien à sa carrière, ça décide simplement de la place entre guillemets qu'on pourrait lui donner dans la hiérarchie des grands joueurs français. Il y a deux choses, moi aussi, toi, si on parle de remplacement, voire de grands remplacements, j'aime beaucoup faire la blague vu tellement c'est ridicule. Il y a quand même Kylian Mbappé qui a déjà une victoire en Coupe du Monde. Kylian Mbappé a marché sur le championnat de France, certes dans une équipe qui marche aussi sur le championnat de France, mais comme Karim Benzema marchait sur le championnat de France. L'époque Lyon depuis des années 2000, on n'était pas loin des matchs face au NC Sky tous les week-ends. Donc, il y a quand même 4 titres d'affilée quand même. Oui, Benzema, il y avait une vraie hégémonie là-dessus. Là, peut-être qu'il va aller au Real Madrid, donc ça peut jouer. Et deuxième chose, quand même, là où je voudrais vraiment faire une véritable ouverture, c'est qu'on parle que de joueurs offensifs actuellement, alors que quand on pense à un Didier Deschamps, à un Lilian Thuram, pour moi, qui ont quand même eu des carrières... Évidemment, c'est moins palpable que... C'est moins palpable, mais tu vois, Didier Deschamps, le mec était de toutes les grandes épopées des Bleus. Bon, il faisait aussi partie des pires épopées des Bleus. Mais le mec était capitaine depuis ses 13 ans. Il était capitaine chez les Bleus. Il était capitaine à Nantes, à Marseille, à Chelsea. Pas à Valence, parce qu'il avait déjà 36 ans. Mais comment c'est des choses palpables. Thuram, il y a le doublé face à la Croatie. Donc... évidemment qu'ils ont aussi leur importance. Pourquoi ces joueurs-là ne seraient pas aussi les meilleurs joueurs français? Et on parle des joueurs offensifs, sans Deschamps, on ne gagne rien. J'ai espoir qu'à la fin de cette génération de Smith, Messi, Ronaldo qui s'est forgé avec le temps, on retourne sur un football pas plus linéaire, mais où tous les postes ont leur importance. Où ne serait-ce que pour l'attribution du Ballon d'Or, on va pas être là à faire des tableaux Excel de qui marque le plus de buts. Pour la fin, avec la nouvelle réforme du Ballon d'Or, c'est un peu vers ce qu'on se dirige un peu malheureusement. Donc j'espère qu'à la fin de ce triomphe-là, qui a été fou et qui, on l'espère, réservera quand même une fin grandiose à ces deux joueurs-là, parce que individuellement, ce qu'ont proposé Ronaldo et Messi, ça a été grandiose pendant une quinzaine d'années. On aura un retour avec des joueurs que moi j'ai peut-être pas forcément connus, mais que de l'histoire du football où on savait que le football se jouait à 11 et où tu avais cette vraie importance-là, typiquement de joueurs qui marquaient peut-être pas, mais qui étaient quand même le ciment de ton équipe. Avec tu dis un des joueurs les plus importants de 2018 par exemple. Ouais. Ah mais non, mais faut le dire. C'est vrai. Et pourtant il a joué piston gauche. Comme quoi. Après, ce qui paraît quand même assez fort avec Karim Benzema, c'est que plus le temps passe, il a 35 ans maintenant, non 34 35 cette année. Parce il avait 22 ans. Donc il me semblait qu'il a 34 bientôt. C'est la génération 86, mais c'est le plus jeune de la génération 86, donc il est 87. Voilà, donc on va dire 34 ans. Mais par contre, si tu veux qu'on donne un titre, ça a été le meilleur joueur de la génération 86. Juste derrière, on met Nasri et Ben Arfa. T'as ton top 3 et là, t'es sûr qu'il est premier. Oui, effectivement. Mais ce qui paraît fort avec Karim Benzema, c'est que plus les années passent et plus il paraît. Ça, c'est le bandage sur le petit doigt. Le bandage sur le petit doigt, je suis sûr. C'est vrai, mais plus il paraît fort, plus il paraît important que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, évidemment. Après, c'est toujours les phrases bateau, mais c'est là où tu vois aussi l'importance de l'hygiène de vie. Et quand tu vois la tête de Wayne Rooney là, qui est coach sur un banc, tu sais pas s'il a 60 ans ou 39 ans, tu te dis qu'effectivement, abuser de l'alcool quand t'es jeune, quand abuser d'une mauvaise hygiène de vie, c'est peut-être pas. J'ai hâte de voir Vardy dans 10 ans. Oui, voilà, par exemple. Quand tu sais qu'il pouvait pas jouer sans son bracelet électronique, son café et son Red Bull pendant 10 ans de sa carrière, tu te doutes qu'à un moment donné, ça va finir en capitaine ad hoc. Tu le sais. Donc, Benzema, tu sais qu'il y a vraiment ce côté-là, hygiène de vie irréprochable. D'un côté, Rooney, il a décidé d'entraîner Derby County et vu comment ça se passe là-bas. Déjà, il était parti avec un sacré handicap avec les points de pénalité. Et pourtant, il va peut-être se maintenir. C'est assez faux. Et ça joue bien, Derby County. Évidemment. Et ça joue bien en plus. Et ça joue bien. Non, mais c'est ça, il fait pas. C'est vrai qu'il y a une action qui a tourné il y a pas longtemps sur la chaîne. Non, c'est Derby County de Wayne Rooney, c'est à regarder en fait. Rooney, un coach à suivre. Et pourtant. Et du coup, pour finir ce débat, à quelle place vous mettriez pour l'instant Karim Benzema si sa carrière s'arrêtait? Parce qu'évidemment, tu le dis, c'est compliqué de juger un joueur qui est encore en activité. Mais au jour J, maintenant, nous sommes le vendredi 18 mars 2022, quelle place pour vous a Karim Benzema dans l'histoire du football français? D'abord, Aurélien. Je mets quand même un top 10. Parce que même s'il y a les top 10. Quand même, comme j'ai dit, il y a quand même Thuram, Deschamps, Vieira, c'est des mecs qui ont beaucoup porté en équipe de France. Patrice, non, lui, top 100. Derrière Julien Faubert et Franck Jurietti d'ailleurs. Et Kamel Meriem. Moi, il y avait Tremoulinas que j'aimais bien pour sa coupe de cheveux. Peut-être mais non, parce que oui, c'est vrai que Zidane, Platini et Henry. Voilà.
T'as envie forcément de les laisser Mais du en coup, top pourquoi 3. mettre par exemple un Thierry Henry devant Karim Benzema? Pour moi, Henry, Déjà, il y a le fait qu'il reste encore meilleur buteur de l'équipe de France, pour moi, c'est hyper. Après, Karim Benzema peut le dépasser. Hein. bien sûr, on lui souhaite. Je sais Hein. pas. Mais oui, voilà, tu as déjà Mais cet il fait un aspect-là bon Euro révélateur. 2000, il Ouais. fait une bonne Coupe du Monde 98. 2006, c'est pas le meilleur, mais Il heureusement. marque des buts importants. Mais il marque des buts Contre importants. le Brésil notamment. Oui, notamment, ouais. 62e poteau où il est seul. Non, Thierry Henry, pour moi, il y a l'impact avec Arsenal qu'il a réussi à marquer. Et son retour, même son retour. Le Même mec, son retour, ouais. il passe. Oui, mais c'est anecdotique. Eh bien oui, mais Ouais, c'est ouais, c'est mais là où c'est- tu rentres dans cette cour de cette sphère de joueurs différents parce qu'on te juge pas sur l'instant T, on te juge que sur ce que tu as apporté sur l'entièreté de ta carrière. Donc même un but sans FA Cup face à Leeds, tu te dis putain quelle carrière. Je suis désolé, comment il s'appelait Bentner, le buteur danois, tu mets un but face à Leeds en FA Cup, t'es là, bon, bah, ça n'a pas changé grand chose sa carrière. Mais Donc par vraiment- exemple, Zlatan, qui a fait 2 ans en MLS, il revient, il remarche encore sur la Serie A. Alors certes, ça dit beaucoup du niveau de la Serie A, Oui. mais ça dit quand même beaucoup La du joueur. légende du joueur, oui. Donc pour moi, voilà, le top 3, comme Aurélien l'a dit, reste pour Thierry Henry, Zidane et Platini. Et moi, je pense que dans le top 5, il mérite quand même sa place. Il y a des joueurs plus emblématiques devant, il mérite quand même sa place dans le top 5. Donc top 5 pour toi, Théo, top 10 pour toi. Top 10, mais pas 10e, mais pour toi, un petit Aurélien. 7-8e. Donc voilà, top 5 pour Théo, top 10 pour Aurélien. Donc voilà, le débat était le suivant. Est-ce que Benzema fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football français? La réponse de nos chroniqueurs, c'est non, mais c'est amené C'est à un grand joueur. évoluer. C'est un grand joueur. C'est Bah oui, un grand c'est joueur, un c'est grand amené à évoluer. Pourquoi potentiellement passer dans le top 3, voire on ne sait jamais. Hein, peut-être peut-être qu'à 40 ans, il sera Ouais, encore. et comme je dis, il y a peut-être des membres dans les squads dans les squads de 2018 qui on devra dire waouh. Et c'est vrai que par C'est vrai que exemple, tu parlais pas beaucoup d'Antoine Griezmann, notamment. Antoine Griezmann, qui- En vrai, Griezmann, en Griezmann, comparaison à ça, il- pour moi, Griezmann, le tournant qu'il y a dans sa carrière, c'est sa saison 2017-2018, où il a 27-28 ans, il a toujours gagné aucun titre, et on se dit, effectivement, c'est bien beau d'avoir cette réputation d'être la pierre angulaire de l'équipe de France, mais est-ce que ça va se concrétiser par quelque chose? La fin de la saison, il est l'homme héroïque du sacre de l'Atlético en Europa League, et il est champion du monde, donc tu viens concrétiser tout un ensemble d'années qui fait que, à la suite de cette saison-là, quand il fait un mauvais match ou quand il est un peu moins bien, tu peux pas être dans le truc de dire il a jamais rien prouvé, tu dis ok, il a du mal, mais il sort d'exploits extraordinaires. Je pense que c'est ça qui te fait rentrer dans cette cour différente de joueurs où on va plus te juger à l'instant T, mais on est capable de te juger sur ta carrière tellement tu as apporté de choses. Et mine de rien, en fait, après Benzema, le fait de s'imposer à 22 ans au Real Madrid, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Oui, puis il y a eu cette liste, on la connaît tous, hein, les Il y a Van des Nistelrooy, bailleurs, il y a des bailleurs qui ont essayé de. qui sont les Van Nistelrooy, enfin, qui ont essayé d'enchaîner, qui ne sont pas passés. Donc il y a tout un tas de choses qui fait que Benzema construit actuellement sa légende. Mais pour moi, voilà, il y a encore des cases que d'autres grands joueurs ont coché que lui, il n'a pas encore coché. Notamment trophée avec l'équipe nationale, un ballon d'or, etc. On en reparle en etc. janvier. On en reparlera, oui, en Ah, on en janvier reparle en 2023. janvier peut-être. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris pour Karim Benzema. C'est donc terminé pour ce débat. On passe tout de suite au match à voir du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, donc on commence avec toi Théo. Évidemment ce dimanche il y a le Classico est de retour. Le Barça vient au Santiago Bernabéu dans l'espoir de continuer à montrer un visage bien plus séduisant qu'il y a encore quelques mois. Et quoi de mieux pour montrer cela que de battre l'ennemi juré chez lui. Parce que le Real est champion, ils ont concrètement là c'est juste pour la légende, le Classico, si le Real veut gagner, c'est surtout pour ça, quoi. Ouais, évidemment, très justement amené Lorenzo. On espère que ce Classico-là entre le FC Barcelone et le Real Madrid tiendra toutes ses promesses. Au match aller, il a quasiment condamné l'éviction de Ronald Koeman. Au match retour, je pense qu'il y a quand même un Barça qui renaît de ses cendres, qui a repris un petit peu du poil de la bête. En face, tu as un Real qui se remet aussi très bien dans le sens de la marche après leur qualification face au Paris Saint-Germain. Il va falloir montrer face à Chelsea, il va falloir refaire peut-être sans Benzema pour ce match-là, mais globalement, c'est un match toujours aussi intéressant et moins déséquilibré que le match aller. C'est surtout ça qui m'intéresse pour cette rencontre de ce week-end. Pour ce week-end, c'est dimanche soir, Real Madrid-Barça. C'est cool d'avoir un Classico 21h parce qu'on a l'habitude d'avoir à 13h, à 16h. C'était Oui, mais il faut bien que les Chinois regardent aussi. c'est vrai C'est vrai que c'est un pour le énorme marché chinois. Et finalement, pour toi Aurélien, le match à voir du week-end, c'est la Roma contre la Lazio. Un derby de Rome à haut risque puisque les deux équipes ne sont séparées que d'un petit point au classement. Et bien exactement, et surtout qu'il serait de bonne loi que l'AS Roma regagne un derby en Serie A depuis 2018. Une victoire 3-1 avec d'ailleurs un but de Pellegrini, de Kolarov et de Fazio. C'est pour dire
ça date depuis, il y a eu des 3-0, des 1-1, des 1-1, des 3-0, Le 3-0 des à 3-0. huis clos qui avait fait énormément de bruit, le 3-2 en début de saison. Et le 3-2 en début de saison où finalement la Lazio avait vraiment marché sur l'AS Roma. Juste ils se sont fait peur avec le scénario du match, ils mènent 2-0, ils se prennent un but, ils mettent 3-1, ils se prennent à 3-2. Mais en soi, voilà, c'est surtout ça. Sarri contre Mourinho, ça peut être également intéressant et surtout on espère voir un Ciro Immobile marqué puisqu'il n'a marqué que 4 fois dans ces derbies en championnat comparativement à Francesco Totti qui a marqué 11 fois donc par rapport à 20 ans de carrière et au moins à deux matchs par an, c'est-à-dire il a au moins marqué une fois chaque année. Voilà, une fois chaque année donc maintenant Puis surtout le mettre dans la selle pour le match face à la Macédoine, Oui, où on sait qu'il sera titulaire avec ses Timberland devant. Si on peut le mettre en confiance dès le début, c'est de bon augure. Merci Ciro Immobile. Ouais, un match qui pourrait être important pour finalement l'équipe d'Italie pour les barrages à la fin du mois. C'est plus ça. Alors, mais j'imagine Lorenzo Pellegrini qui se blesse, Immobile qui se prend une béquille. Et Moi je jouerai, je prendrai mes crampons. C'est pas grave, je me défous. Mancini, si tu nous écoutes. Voilà. Au lieu de prendre Joao Pedro et Junior Messias, là, il a pris juste Joao Pedro. C'est vrai. C'est vrai, il n'a pas abusé. C'est donc terminé pour les matchs à voir du week-end. On va finir rapidement par le quiz. C'est parti. Le quiz, et ça va être la première pour toi Théo pour le quiz, contre Aurélien qui sort de 50 défaites contre Enfin, d'un côté, mec, t'avais fait un quiz spécial culture PSG. Non, mais t'aurais dû l'envoyer à PSG Inside. Donc là, ça va être un qui suis-je évidemment. La description d'un joueur qu'il va falloir deviner le plus vite possible. Donc ça va être parti. Je vais donner un petit indice évidemment. Vous êtes 2 spécialistes de base du football italien. Je n'en dis pas plus. J'ai pris les Tchèques. J'ai pris des bulletins. On part sur la Yougoslavie, l'entre-deux-guerres. Premier joueur, je suis né le 28 janvier 1978 à Carrare. Jusqu'à mes 12 ans, je joue en tant que défenseur central ou milieu de terrain. C'est en regardant la Coupe du Monde 1990. Buffon. Oui, bien joué, Gigi. Oh, le joueur de champ. Oui, Il a regardé Thomas Nkono et c'est pour ça que je l'ai appelé mon fils Thomas. Que j'ai dit par changement de poste. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà. Buffon, 1-0 pour Aurélien. Deuxième joueur, je suis né le 26 mai 1977 à Pavulo Nelfignano. Je fais mes débuts en 1994 dans mon club formateur. Des débuts compliqués à cause de nombreuses blessures. Une traversée du désert qui va durer quasiment 9 ans. Quand même, 9 ans, c'est assez long avant de finir meilleur buteur de Série B en 2003. En 2005, je vais dans un autre club italien. Et en 2006. Inzaghi? Non, j'ai fini ma phrase et Aurélien. C'est un mec de l'eau. Et en 2006, je deviens le premier soulier d'or italien avec 31 buts. Tony? C'est Luca Toni. Ah non, j'étais meilleur buteur. Il n'a pas été meilleur de Série B quand la Juve elle était en Série B, Inzaghi? Non, c'était en 2003. Ah non, 2003 ça va. Non, mais surtout, il n'a pas eu 9 ans de blessure. Et il démarre à l'Atalanta Bergame. C'est rigolo parce que son association avec Klose au Bayern, on surnommait ça Clony. C'est vrai? Ouais, Clony. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient une équipe avec Olic derrière qui a une tête de terroriste. Et c'est vrai qu'ils avaient un. Lui, on se rappelle. Ouais, lui, je me rappelle. Donc il y a un partout. Ça va jouer sur le dernier joueur. Attention. Je suis né le 19 janvier 1986 à Turin. Je suis convoqué dans l'équipe première de mon club formateur dès 2006. Bon, Marquisio. C'est Claudio Marchisio. Ça a été rapide. De pointer un joueur. Marchisio, il débute en 2006 avec la Juve. Je sais pas. Je sais pas, il est en série B. Je voulais mettre le piège en série B en plus. Oh, la réussite est folle. Bien donc voilà, Claudio Marchisio, Aurélien qui se repentit après sa défaite la semaine dernière. C'est pour un club de voleurs. Aurélien qui remporte ce quiz. C'est donc la fin de cette émission. Merci à Théo pour cette première. Au plaisir. C'était une magnifique émission. Merci à toi Aurélien d'être toujours là pour cette émission. Merci d'exister. Toujours debout. Merci de respirer. Merci Blaise Matuidi. Matuidi EPI, ça tombe sur moi. Merci à Samy de nous avoir aidés en régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission en live pour En Première Intention. Bon week-end à tous.